L'ustensile dans la main d'Emma Calder resta suspendu au-dessus du saumon poêlé, parfaitement immobile, tandis que son mari prononçait la phrase qui allait démanteler toute son existence. Nous travaillons avec des ressources très limitées et notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour nous aider à débloquer la monétisation et à continuer de créer d'autres histoires. Merci pour votre soutien. Il faut presque une décennie pour bâtir une vie brique après brique en posant des fondations faites de confiance et d'histoires communes. Pourtant, il faut moins de 10 secondes à une seule personne pour craquer une allumette, la jeter sur cette construction, puis regarder tout brûler jusqu'aux fondations en commandant un autre verre de vin. Autour d'eux, le restaurant de Londres poursuivait son mouvement feutré. Le cristal faisait percussion contre l'argent aux tables voisines. Quelque part sur la gauche, une femme éclatait de rire inconsciente de la détonation qui venait d'avoir lieu à la table 4. Dans un coin, le pianiste jouait une mélodie douce et discrète, en contraste brutal avec l'intensité de l'instant. En face d'elle était assis James Whitmore, le mari d'Emma depuis 8 ans, qui l'observait avec une expression qu'elle ne lui avait encore jamais vue. C'était un mélange d'attente et de quelque chose de plus sombre, peut-être de la satisfaction. Il avait l'air d'un homme qui avait enfin trouvé le courage d'exécuter une manœuvre qu'il répétait devant un miroir depuis des semaines. Emma posa son ustensile avec un soin délibéré. L'argent produisit un bruit étouffé contre la porcelaine blanche. Elle tendit la main vers son verre d'eau, en prit une gorgée mesurée, puis croisa son regard. Elle resta silencieuse. Le masque assuré de James vacilla. Il portait son plus beau costume bleu marine, celui qu'Emma lui avait acheté pour sa promotion 2 ans plus tôt. Ses cheveux venaient d'être coupés, sa barbe était taillée avec précision. Ce n'était pas une confession spontanée née de la culpabilité. C'était mise en scène. C'était chorégraphié. Il se pencha vers elle en lui demandant si elle l'avait entendu. Il répéta sa déclaration. Il était amoureux de quelqu'un d'autre. Il voulait la dissolution de leur mariage. Emma prit une autre gorgée d'eau. Son cœur cognait contre ses côtes, lui coupant presque le souffle, mais sa main resta ferme. 8 ans de mariage. 8 ans à construire une vie ensemble, ou du moins c'était ce qu'elle avait cru. En tant qu'architecte, elle avait versé son âme dans la création de leur espace physique. Chaque recoin de leur maison contenait un souvenir. Chaque pièce racontait leur histoire. Mais en le regardant maintenant, il devenait évident qu'il n'y avait plus de nous depuis longtemps. Peut-être n'y en avait-il plus eu depuis un bon moment. James chercha à provoquer une réaction. Sa voix avait désormais une arête dure. Les choses ne se déroulaient pas selon son scénario. Emma prit son couteau et coupa le saumon. La chair se sépara facilement rose et parfaite. Elle en prit une bouchée. C'était excellent. Le chef avait réussi à merveille le beurre aux herbes. La voix de James monta d'un ton. Il lui demanda ce qu'elle était en train de faire. Le couple à la table voisine jeta un regard dans leur direction. Emma mâcha lentement, avala, puis tamponna ses lèvres avec la serviette en tissu. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle parla pour complimenter le repas. Le visage de James passa par plusieurs expressions, d'abord la confusion, puis la frustration, et enfin quelque chose qui ressemblait à de la panique. Il exigea de savoir pourquoi elle ne posait pas de questions, pourquoi elle n'était pas bouleversée. Emma demanda calmement si elle était censée l'être. Elle coupa un autre morceau de saumon. James se renfonça dans sa chaise complètement déstabilisé. Dans toute sa préparation, dans toutes les répétitions mentales de cette soirée, il avait prévu des larmes. Il s'était attendu à ce qu'elle supplie, qu'elle demande pourquoi, qu'elle implore une seconde chance, qu'elle fasse une scène en public. Il s'était sans doute imaginé, comme l'homme fort, le protagoniste, décidé enfin assez courageux pour poursuivre son propre bonheur. Il n'avait jamais envisagé le silence. Il tenta encore de la provoquer. Il lui dit qu'il voyait cette autre femme depuis 6 mois. Il affirma qu'elle le rendait heureux d'une manière dont Emma n'avait jamais été capable. Emma prit une gorgée de vin. C'était un chardonnay vif avec des notes de pommes. Elle lui demanda qui avait choisi le restaurant. Était-ce lui ou bien la nouvelle femme l'avait-elle aidé à choisir l'endroit? James serra la mâchoire. Il l'accusa de se concentrer sur des détails sans importance. Emma le corrigea. Elle analysait la mise en scène. Un lieu public chic mais pas inaccessible. Une lumière romantique mais assez de témoins pour s'assurer qu'elle ne ferait pas de scène. C'était un choix stratégique.
Il la fixa comme si elle était une étrangère. Il la traita de folle. Peut-être admit-elle ou peut-être refusait-elle simplement de jouer sur commande. Elle se souvint de la première fois où James l'avait emmenée dans un restaurant gastronomique. Ils se fréquentaient depuis 3 mois. Il avait été nerveux touchant, parlant trop vite de sa journée à l'agence de marketing. Il avait renversé son verre d'eau et ils avaient ri tous les deux. Ce James-là semblait être une entité totalement différente. L'année écoulée avait été étrange. Il avait été distant, travaillant tard, protégeant toujours son téléphone. Emma avait mis cela sur le compte du stress professionnel. Son entreprise traversait une restructuration. Elle lui avait laissé de l'espace se concentrant sur sa propre carrière. Son cabinet d'architecture à Londres prospérait. Elle avait décroché 3 grands projets résidentiels et 2 projets commerciaux. Elle avait été occupée épanouie et au bout du compte aveugle. James continua déterminé à lui arracher une réaction. Il donna des détails. Elle s'appelait Sophie Langlais. Elle avait 28 ans. Elle travaillait à son bureau. Elle était ambitieuse et excitante. Elle le regardait comme s'il comptait. Emma demanda toujours calme si elle lui avait donné l'impression de ne pas compter. Il explosa, affirmant qu'elle le regardait comme un meuble, comme s'il n'était qu'un élément du décor dans sa vie parfaite. Emma y réfléchit. Peut-être avait-il raison. Peut-être l'avait-elle tenu pour acquis. Peut-être s'était-elle tellement concentrée sur la construction de leur avenir qu'elle avait négligé le présent. Mais cela n'excusait pas ses actes. Elle confirma qu'il voulait divorcer. Ce n'était pas une question. Il acquiesça les yeux écarquillés en voyant qu'elle l'acceptait sans lutter. Il passa une main dans ses cheveux, défaisant la coiffure si soigneusement préparée. Il lui rappela qu'il parlait de 8 ans de mariage. Elle termina la dernière bouchée de son saumon et posa ses couverts. Elle demanda s'il payait le dîner ou s'il devait partager l'addition. Le visage de James vira au rouge cramoisi. Il la traita de ridicule. Elle répondit qu'elle était pratique. Elle sortit son téléphone de son sac. Elle supposait qu'il avait déjà consulté un représentant légal. Il ne répondit pas, ce qui confirmait suffisamment les choses. Elle ouvrit son application bancaire. Pour la première fois de la soirée, ses mains tremblèrent. Elle les força à rester immobiles. Leur compte commun affichait une activité normale pour la semaine précédente, mais leur compte épargne, celui qu'ils alimentaient depuis des années, était nettement plus bas que dans son souvenir. Elle prononça son prénom. Sa voix resta égale, mais le ton le fit se redresser. Elle exigea de savoir où était passé l'argent de leur épargne. Il eut au moins la décence de paraître mal à l'aise. Il prétendit avoir déplacé certains actifs pour les protéger d'elle. Emma nota l'ironie. Il protégeait de son argent contre elle. Elle fit une capture d'écran du solde, puis elle ouvrit son email et s'envoya l'image à elle-même avec un horodatage. James la regardait, sa façade confiante se fissurant davantage. Elle lui dit qu'elle documentait. Elle lui sourit, mais sans aucune chaleur. Elle déduisit qu'il préparait tout cela depuis des mois, qu'il déplaçait des fonds, consultait des avocats, repérait probablement déjà des appartements. Tout cela pendant qu'elle dessinait l'extension de leur maison, préparait leur repas et planifiait leur avenir. Il se défendit en affirmant qu'elle travaillait toujours, qu'elle se souciait davantage de ses bâtiments que de lui. Elle résuma ses actes tromperies et vols sur leur compte commun. Elle appela cela de l'immaturité. Le serveur s'approcha pour débarrasser leurs assiettes. Emma lui tendit la sienne avec un sourire sincère et le remercia. Le serveur, sentant la densité de l'attention, demanda s'il prendrait un dessert. James répondit rapidement que non. Emma le corrigea. Elle commanda une tarte au chocolat et un autre verre de vin. Le serveur acquiesça et disparut. James la fixa. Ils étaient en train de mettre fin à leur mariage et elle commandait un dessert. Elle le corrigea encore. Ils étaient au milieu de sa confession d'adultère et de sa demande de divorce. Elle ne voyait aucune raison de se priver de dessert à cause de ses mauvais choix à lui. Il ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. Il avoua qu'il pensait qu'elle se battrait pour eux. Elle lui demanda s'il s'était battu pour eux. Quand il était avec Sophie, se battait-il pour leur mariage? Quand il siphonnait leurs fonds, pensait-il à eux? Il prétendit que c'était différent, mais il n'avait aucune explication à donner sur la manière dont cela l'était. Son dessert arriva. La tarte au chocolat était un chef-d'œuvre riche et décadente, avec un coulis de framboises. Elle prit son temps savourant chaque bouchée pendant que James se tortillait sur sa chaise.
Il vérifiait sans cesse son téléphone, probablement en train d'écrire à Sophie pour lui dire que la soirée ne se passait pas comme prévu. Finalement, il annonça qu'il séjournerait à l'hôtel. Il dit qu'il passerait le lendemain récupérer quelques vêtements. Emma refusa. Il cligna des yeux et demanda ce qu'elle voulait dire. Elle clarifia. Il séjournerait à l'hôtel cette nuit-là et toutes les nuits suivantes. Elle emballerait ses affaires et les ferait envoyer où il voudrait, mais il ne remettrait plus jamais les pieds dans leur maison. Il protesta en disant que c'était aussi sa maison. En réalité, dit-elle en raclant le dernier morceau de chocolat, s'il vérifiait l'acte de propriété, il verrait qu'elle était à son nom. Elle l'avait dessinée, elle avait supervisé la construction, elle en avait payé la majeure partie avec les bénéfices de son cabinet. Il avait contribué à l'ameublement qu'elle était prête à partager équitablement, mais la structure elle-même lui appartenait. C'était manifestement une information qu'il avait négligé de vérifier. Son visage se vida de toutes couleurs. Il insista en disant que ce n'était pas possible. Elle lui conseilla de vérifier avec son avocate. Elle finit son vin et se leva posant sa serviette sur la table. Elle le remercia pour le dîner et pour avoir enfin été honnête. Cela leur faisait gagner du temps à tous les deux. Elle chercha son portefeuille, mais James l'arrêta. Il dit doucement qu'il paierait. Toute combativité avait quitté sa voix. Elle le remercia pour sa générosité. Elle prit son sac et lui dit que son avocate contacterait la sienne. Elle lui ordonna de ne pas passer à la maison et de ne pas l'appeler, sauf par voie légale. Elle sortit de ce restaurant la tête haute, le pas ferme. Elle atteignit sa voiture avant que les tremblements ne commencent. Elle s'assit sur le siège conducteur, les mains crispées sur le volant, et s'autorisa à sentir tout le poids de la situation pendant exactement 3 minutes. La trahison, la colère, le deuil de ce qu'elle avait cru posséder. Puis, elle essuya ses yeux, démarra le moteur et rentra chez elle. Leur maison dans la banlieue de Londres était magnifique sous la lumière du soir. Elle l'avait conçue pour capter parfaitement le coucher du soleil. Les grandes fenêtres qu'elle avait exigées rayonnaient d'une chaleur douce. Elle avait fait de cet endroit un sanctuaire. Et James avait prévu de le lui prendre tout en couchant avec quelqu'un d'autre. Plus maintenant. Elle déverrouilla la porte et alla directement dans son bureau. Sa meilleure amie Anna Charles serait encore réveillée. Anna était une couche tard. Et plus importante encore, elle était avocate. Pas avocate en divorce, mais elle saurait qui appeler. Anna répondit à la deuxième sonnerie. La voix d'Emma laissa enfin transparaître la tension lorsqu'elle demanda une recommandation. Elle avait besoin de la meilleure avocate en divorce disponible et elle avait besoin d'un rendez-vous le lendemain matin. Anna marqua une pause, puis demanda ce qu'il avait fait. Emma s'affaissa dans son fauteuil de bureau. Elle lui dit qu'il avait tout fait de travers et qu'il pensait gagner. La voix de Hannah se durcit. Elle fit remarquer que James n'avait aucune idée de la personne à qui il avait affaire. Emma regarda autour d'elle son bureau soigneusement organiser les plans d'architecture sur les murs, les preuves de sa réussite et de sa résilience. Elle acquiesça. Il ne le savait vraiment pas. Emma ne dormit pas cette nuit-là. À la place, elle travailla. Son bureau devint un poste de commandement. Elle sortit tous les relevés bancaires des 2 dernières années, toutes les factures de cartes de crédit, tous les reçus qu'elle avait conservés dans son système de classement méticuleux. James s'était toujours moqué de ses habitudes d'organisation. Il la disait trop contrôlante, trop rigide. Maintenant, ses habitudes allaient la sauver. À 2h du matin, elle trouva le premier débit d'hôtel, 6 mois plus tôt exactement comme il l'avait dit, le Riverside Inn dans le centre de Londres. Elle le recoupa avec son agenda. C'était le week-end où il prétendait être à une conférence de marketing à Manchester. Elle trouva 3 autres débits d'hôtel, tous locaux, tous à des week-ends où il affirmait voyager. Elle fit des captures d'écran de tout. À 4h du matin, elle avait une chronologie. La liaison avait commencé 6 mois plus tôt, mais la manipulation financière avait débuté 3 mois plus tôt. De petits virements au départ, 200 livres ici, 500 là, puis des montants plus importants. Il testait pour voir si elle le remarquerait. Elle ne l'avait pas remarqué parce qu'elle lui faisait confiance. Quelle erreur de calcul cela avait été ? Le compte épargne n'était pas le seul qu'il avait touché. Il avait aussi ouvert une carte de crédit à leurs 2 noms dont elle ignorait tout. La facture arrivait sur son email professionnel. Il avait accumulé 12 000 livres de dépenses.
Des bijoux qu'elle n'avait jamais reçus des week-ends, qu'elle n'avait jamais fait ou des dîners, dans des restaurants qu'ils n'avaient jamais fréquentés ensemble. Il avait construit une vie avec Sophie Langlais en utilisant leur argent. Emma documenta tout. Chaque dépense reçut une capture d'écran, une note et une date. Elle créa un tableur d'un niveau de détail presque médico-légal. Au moment où l'aube perça à travers les fenêtres de son bureau, elle avait un dossier qui le détruirait légalement. Son téléphone vibra. James. Elle l'ignora. Il vibra encore et encore. 7 appels avant 7 heures du matin. Elle coupa la sonnerie et alla préparer du café. La maison lui semblait différente maintenant. Chaque pièce qu'elle traversait, elle la voyait avec un regard neuf. La cuisine où elle avait préparé d'innombrables petits déjeuners pendant qu'il faisait défiler son téléphone. Le salon où ils avaient regardé des films. Sauf que dernièrement, il avait toujours une excuse pour aller se coucher tôt. La chambre qu'ils avaient partagée où il était venu vers elle de moins en moins souvent ces derniers mois. Comment n'avait-elle pas vu cela? Elle repoussa cette pensée. Ce n'était pas son échec. Elle avait été une bonne épouse, une compagne aimante. Elle avait soutenu sa carrière, célébré ses victoires, l'avait réconforté dans ses échecs. Elle avait été présente. C'était lui qui s'était retiré. C'était lui qui avait trahi tous les vœux qu'ils avaient de prononcer. Son téléphone vibra encore. Cette fois, c'était Anna. Elle demanda si Emma avait dormi. Emma répondit qu'elle allait bien. Et elle fut surprise de constater que c'était vrai. Elle allait mieux que bien. Elle était prête. Anna avait appelé une faveur. Margaret Ellis, c'était la meilleure avocate en divorce de la ville, absolument impitoyable au tribunal, mais juste. Elle ne jouait pas et elle ne perdait pas. Elle pouvait recevoir Emma à 9 heures ce matin-là. Emma jeta un regard à l'horloge. Il était 7 heures, 7 heures, mon Dieu, et tout était mis. Elle y serait. Anna lui demanda d'apporter tout ce qu'elle avait. Relevé bancaire, acte de propriété, email, tout. Emma regarda l'épais dossier posé sur son bureau. Il était déjà prêt. Anna rit. Elle dit que Margaret allait l'adorer. Elle était la cliente rêvée de toute avocate en divorce. Organisée, calme et assez lésée pour avoir la supériorité morale. Après avoir raccroché, Emma prit une douche et s'habilla avec soin. Elle choisit un costume bleu marine, un chemisier blanc impeccable, peu de bijoux. Elle avait l'air professionnelle maîtrisée. Le genre de femme qui ne s'effondre pas, qui ne supplie pas, qui ne perd pas. James appela encore pendant qu'elle se maquillait, puis il envoya un message. Il disait qu'il devait parler. Il la suppliait de décrocher. Elle le supprima sans répondre. Un autre message arriva. Il disait qu'elle ne pourrait pas l'ignorer éternellement. Elle fit une capture d'écran et l'ajouta à son dossier. Puis elle bloqua son numéro. Le bureau de Margaret Ellis se trouvait dans une tour avec vue sur la Tamise, une vue qui rivalisait avec les plus beaux projets d'Emma. Sa réceptionniste était polie et efficace. Margaret Ellis avait la cinquantaine parfaitement soignée, avec des yeux perçants qui évaluèrent Emma en quelques secondes. Elle se leva pour lui serrer la main avec une poigne ferme et assurée. Margaret mentionna que Anna lui avait parlé d'elle en bien. Elle demanda à Emma ce qu'elle faisait en architecture. Emma confirma qu'elle travaillait surtout sur des résidences haut de gamme, mais qu'elle avait aussi conçu 3 restaurants et un immeuble de bureaux. Margaret s'installa dans son fauteuil et demanda toute l'histoire. Emma lui raconta le dîner, la confession de James, puis la découverte de la manipulation financière. Elle fit glisser le dossier sur le bureau. Margaret l'ouvrit et commença à le parcourir. Son expression ne changeant jamais, mais son regard devenant plus intense à chaque page. Elle demanda si Emma avait compilé tout cela seule en une nuit. Emma admit qu'elle ne dormait pas bien quand elle était en colère. Le coin de la bouche de Margaret se releva. Elle déclara que James était un idiot. Il avait laissé une piste qu'un enfant aurait pu suivre. Les frais d'hôtel, la carte de crédit. Les virements depuis l'épargne, tout était traçable. Tout était documenté, et tout cela allait donner une très mauvaise image de lui au tribunal. Emma demanda s'il pouvait revendiquer la maison.
C'était sa peur principale. Il avait dit qu'elle était aussi à lui. Margaret demanda à voir l'acte de propriété. Emma l'avait apporté. Margaret l'examina attentivement. La maison était uniquement au nom d'Emma. À moins que James puisse prouver qu'il avait contribué de manière significative à son achat ou à sa construction, ce qui d'après les documents financiers n'était pas le cas, il n'avait aucun droit dessus. Les tribunaux britanniques examineraient la répartition équitable, mais compte tenu des circonstances et du titre clair antérieur au mariage, la maison était protégée. De plus, étant donné sa liaison et sa faute financière, le tribunal ne le verrait pas d'un bon œil. Une partie de la tension dans les épaules d'Emma se relâcha. Elle demanda ce qu'il en était de l'argent qu'il avait déjà déplacé. Margaret l'assura qu'elle le récupérerait tout. En plus, elle veillerait à ce qu'il soit responsable de la dette de carte de crédit qu'il avait accumulée pour sa liaison. Margaret referma le dossier. Elle donna une instruction précise à Emma. Emma devait rester exactement aussi calme qu'elle l'avait été à ce dîner. Pas d'éclat émotionnel, pas de messages furieux, pas de confrontation. Elle s'occuperait de tout. Elle expliqua que les hommes comme James s'attendaient à voir leur femme s'effondrer. Ils s'attendaient au drame, aux larmes, aux négociations. Quand ils n'obtenaient pas cela, quand l'épouse restait forte et silencieuse, cela les déséquilibrait complètement. Cela donnait aussi une très bonne image de l'épouse devant un juge. Margaret passa l'heure suivante à détailler la stratégie. Elle déposerait les documents avant la fin de la journée. James serait signifié à son bureau le lendemain matin. Entre-temps, Emma devait changer tous ses mots de passe, sécuriser ses comptes personnels et documenter toute tentative de contact de sa part. Au moment où Emma partait, Margaret lui suggéra de rester ailleurs quelques jours. Parfois, les hommes réagissaient mal quand ils recevaient dans les documents. Elle se sentirait mieux si Emma n'était pas seule dans cette maison. Emma y réfléchit. Ses parents voyageaient, mais Hannah avait une chambre d'amis. Elle accepta. Elle appela Hannah depuis le parking. Hannah lui dit de venir immédiatement. Elle boirait du vin et discuterait des défauts de caractère de James. Emma retourna chez elle pour faire sa valise. C'était étrange de quitter sa propre maison à cause des choix de James, mais Margaret avait raison. Mieux valait être prudente. Elle était en train de plier des vêtements dans une valise lorsqu'elle entendit une voiture dans l'allée. Par la fenêtre, elle vit la berline de James. Il en sortit froissé et fatigué. Il avait dû appeler depuis l'extérieur après qu'elle eut bloqué son numéro. Elle le regarda essayer sa clé dans la serrure. Elle ne fonctionna pas. Elle avait appelé le serrurier dès le matin. James essaya encore puis frappa contre la porte. Il cria qu'il savait qu'elle était là. Emma sortit son téléphone et commença à enregistrer. Puis elle appela le numéro non urgent de la police. Elle donna son nom et son adresse. Elle expliqua que son mari séparé tentait de forcer l'entrée après qu'elle lui avait demandé de ne pas venir. Elle demanda l'intervention d'un agent. Le visage de James apparut à la fenêtre. Il sembla stupéfait de la voir calmement au téléphone. Il cria pour savoir si elle appelait la police contre lui. Elle ne répondit pas, continuant simplement à enregistrer. Il hurla que c'était aussi sa maison. La police arriva en moins de 10 minutes. Emma leur ouvrit la porte posée et claire. Elle leur montra l'acte de propriété, expliqua qu'ils étaient séparés et que James avait tenté de forcer l'entrée. L'agent dit à James qu'il devait partir. James protesta, affirmant que c'était ridicule qu'elle était sa femme. L'agent resta ferme. C'était sa propriété à elle. S'il ne partait pas, il serait arrêté pour intrusion. James regarda Emma, son expression mêlant incrédulité et fureur. Il lui dit qu'elle allait regretter cela. Emma demanda à l'agent si elle pouvait ajouter cette menace à son rapport. Le visage de James rougit, mais il retourna à sa voiture. Les agents attendirent qu'il s'en aille. L'un d'eux lui conseilla d'envisager une ordonnance restrictive s'il revenait. Emma confirma que son avocate y travaillait déjà. Après leur départ, elle termina sa valise et ferma la maison. Elle activa le système de sécurité et les caméras qu'elle avait installées 2 ans plus tôt. James ignorait l'existence de ces caméras. Elles enregistreraient tout s'il revenait. L'appartement de Hannah se trouvait dans un ancien entrepôt reconverti à l'est de Londres avec des briques apparentes et de hauts plafonds. Elle avait préparé le dîner et servi un grand verre de vin. Emma raconta les 24 heures épuisantes qu'elle venait de vivre.
Quand elle eut terminé, Hannah était furieuse. Elle admit qu'elle ne l'avait jamais aimé, qu'elle le trouvait trop imbu de lui-même, mais qu'elle s'était tue parce qu'Emma semblait heureuse. Emma demanda si elle avait été heureuse ou simplement confortable. Hannah lui dit de ne pas faire cela, de ne pas transformer son infidélité à lui en question sur son bonheur à elle. Il aurait pu lui parler, il aurait pu proposer une thérapie, il aurait pu être honnête. Au lieu de cela, il avait menti, trompé et volé. Cela lui appartenait. Emma savait qu'elle avait raison, mais une petite partie d'elle se demandait encore ce qu'elle aurait pu faire autrement. Son téléphone vibra un numéro inconnu. Elle répondit prudemment. C'était Sophie Langlais, la maîtresse. Emma fit de grands gestes à Hannah et mit l'appel sur haute-parleur. Elle demanda ce que Sophie voulait la voix glaciale. Sophie dit qu'elle voulait simplement qu'Emma sache que James et elle étaient sérieux. Ils s'aimaient, et elle pensait qu'Emma devrait rendre ce divorce facile pour tout le monde. Hannah avait l'air prête à lancer le téléphone. Emma parla calmement. Elle dit à Sophie qu'elle pouvait le prendre vraiment. Mais si Sophie croyait qu'Emma allait faciliter quoi que ce soit, après ce qu'ils avaient fait tous les deux, elle était aussi délirante que James. Elle lui dit de ne plus rappeler. Elle raccrocha et bloqua aussi ce numéro. Hannah s'émerveilla devant tant d'audace. Emma dit qu'ils apprendraient tous les deux. Cette nuit-là, Emma dormit 4 heures. Ce fut le meilleur sommeil qu'elle avait réussi à avoir depuis des mois. L'huissier chargé de la signification trouva James sur le parking de son bureau à 8h30 le lendemain matin. Emma le sut parce que le cabinet de Margaret lui envoya une confirmation avec horodatage. Il y avait une certaine satisfaction à savoir qu'il avait été signifié publiquement devant ses collègues. Le téléphone d'Emma resta délicieusement silencieux. James était bloqué et Sophie aussi. Elle changea tous ses mots de passe, sécurisa ses comptes et fit transférer tout son courrier à l'adresse de Hannah. Elle était injoignable et c'était parfait. Margaret appela à 10h. James avait contacté un avocat. Il voulait une réunion. Apparemment, James était très contrarié par les conditions. Emma demanda quelles conditions, puisqu'il n'avait encore rien négocié. Margaret expliqua que James semblait croire que ce serait un divorce amical et rapide où chacun repartirait satisfait. Son avocat avait dû lui expliquer que la liaison de son client et sa faute financière signifiaient que ce ne serait pas amical. Margaret demanda si Emma était sûre de ne pas vouloir de médiation. Emma en était sûre. Il avait mis fin au mariage au moment où il avait touché Sophie. Il ne restait rien à sauver. Margaret accepta de poursuivre la procédure contentieuse. Cela prendrait plus de temps et coûterait plus cher, mais elle gagnerait davantage. Emma se concentra sur le travail. Elle avait une présentation à finaliser pour des clients potentiels, un couple qui voulait construire la maison de ses rêves sur la côte près de Brighton. Elle se perdit dans la conception, dans les lignes pures et la lumière naturelle. L'architecture avait toujours été son refuge. Créer quelque chose de beau à partir de rien d'autre qu'une idée. Hannah était au travail. Emma avait donc l'appartement pour elle seule. Elle venait de terminer la maquette de sa présentation quand son téléphone professionnel sonna. C'était Margaret Doyle, sa secrétaire. Une femme était là pour la voir. Elle disait que c'était urgent. Elle s'appelait Sophie Langlais. Une telle audace laissa Emma sans voix pendant un instant. Elle dit à Doyle de répondre qu'elle n'était pas disponible. Sophie prétendit qu'elle attendrait. Emma raccrocha et appela aussitôt Margaret Ellis. Margaret lui conseilla de ne pas s'engager. Si Sophie refusait de partir, qu'elle appelle la sécurité de l'immeuble. Elle le documenterait comme du harcèlement. Emma rappela Doyle et lui demanda de contacter la sécurité. 10 minutes plus tard, Doyle rappela. Sophie était partie, mais elle avait pleuré. Elle disait qu'elle voulait seulement s'excuser. Emma demanda à Doyle de noter l'heure et les propos tenus. Elle aurait dû éprouver de la pitié. À la place, elle ne ressentit rien. Sophie était un problème comme un défaut structurel dans un bâtiment. On ne s'émeut pas devant une fondation fissurée. On la répare simplement. Cet après-midi-là, elle rencontra les clients de Brighton. La présentation fut parfaite. Ils signèrent un contrat sur le champ.
C'était un projet de 6 mois d'une somme importante. Elle appela Hannah pour lui annoncer la nouvelle. Anna insista pour aller boire un verre afin de fêter cela. Elles allèrent dans un bar à vin en ville. Emma sentait enfin une partie de la tension quitter son corps lorsqu'elle les vit. James et Sophie étaient à une table dans un coin. Ils se penchaient vers elle, lui tenant la main. Elle tamponnait ses yeux. Aucun des deux n'avait encore vu Emma. Anna proposa de partir. Emma refusa. Elle ne fuyait pas, elle ne se cachait pas, elle avait parfaitement le droit d'être là. Elles restèrent. Emma garda le dos tourné à leur table, refusant de leur offrir la satisfaction de son attention, mais elle avait conscience de leur présence. Ils partirent avant Emma et Anna. En passant, Sophie tenta de croiser son regard. Emma regarda à travers elle comme si elle était invisible. La blessure sur le visage de Sophie était évidente, mais Emma ne ressentit rien. Anna qualifia cela de brutal et parfait. Sophie voulait être reconnue. Elle voulait une scène. Emma refusa de lui donner cela. Mais plus tard cette nuit-là, seule dans la chambre d'amis, Emma s'autorisa à ressentir la douleur de les avoir vus ensemble, la réalité que son mari avait choisi quelqu'un d'autre. Elle pleura pendant exactement 15 minutes, puis elle se lava le visage et alla dormir. Le lendemain matin apporta un email de Margaret. L'avocat de James avait envoyé une proposition de partage des biens. Il voulait la moitié de la valeur de la maison, la moitié de sa retraite, la moitié de son entreprise, et il voulait qu'elle paye ses frais juridiques. Emma transféra le message à Margaret avec une seule question: est-ce une plaisanterie? Margaret appela immédiatement. C'était une position de départ agressive, une tactique de négociation. Elles répondraient avec leurs propres propositions qui seraient très différentes. Emma avait construit son entreprise avant le mariage. Il n'avait aucun droit dessus, et elle réclamerait une compensation pour l'argent volé et la dette. Elles passèrent l'après-midi à travailler sur la contre-proposition. Quand elles eurent terminé, il était clair que James repartirait avec bien moins que ce qu'il espérait. Son compte retrait de sa voiture, ses effets personnels. La maison était à elle. L'entreprise était à elle. Il serait responsable de la dette. Margaret prévint qu'il n'accepterait pas. Il finirait au tribunal. Emma dit simplement « Alors nous irons au tribunal ». Ce soir-là, Emma retourna à sa maison pour récupérer des dossiers. L'endroit semblait vide, résonnant. Elle chargeait des dossiers dans sa voiture lorsqu'un SUV argenté s'arrêta. Sophie en descendit. Elle supplia Emma de ne pas appeler la police. Elle voulait seulement parler. Emma ferma son coffre et dit qu'il n'y avait rien à dire. Sophie s'approcha. Elle dit qu'elle savait qu'Emma la détestait, mais qu'elle devait comprendre. Ce n'était pas seulement une liaison. Ils avaient une vraie connexion. Emma la regarda vraiment. Sophie était jeune jolie d'une manière générique, essayant très fort de paraître sophistiquée, mais donnant surtout une impression de désespoir. Emma parla calmement. Elle dit à Sophie qu'elle ne la détestait pas. Elle ne ressentait absolument rien à son égard. Sophie n'était qu'une personne qui avait fait de mauvais choix comme James. Mais elle lui donna un avertissement. S'il avait trompé Emma avec elle, il la tromperait elle aussi. S'il avait menti à Emma, il mentirait à Sophie. Sophie pensait avoir gagné un prix, mais tout ce qu'elle avait obtenu, c'était un infidèle et un menteur sur le point de perdre la majeure partie de ses biens. Le visage de Sophie se décomposa. Elle traita Emma d'aigrie. Emma monta dans sa voiture. Elle dit qu'elle était réaliste. Il y avait une différence. Elle partit laissant Sophie debout dans l'allée. De retour chez Hannah, elles mangèrent de la pizza et regardèrent une comédie. Emma oublia le chaos pendant quelques heures. Un email tardif de Margaret arriva. L'avocat de James affirmait qu'Emma avait menacé Sophie. Emma le nia immédiatement. Margaret le savait. Elle avait informé son avocat des caméras de sécurité. Il recula aussitôt. Il tâtonnait. Il perdait. Emma envoya l'enregistrement à Margaret. James devenait désespéré. Sophie devenait collante. Emma devenait plus forte. La phase de communication des pièces commença 2 semaines plus tard. L'équipe de Margaret assigna tout le monde à produire les documents. Les emails professionnels de James étaient de l'or pur. Il avait écrit à Sophie depuis son compte professionnel.
Des messages personnels, des messages inappropriés, des preuves qu'il avait utilisé les ressources de l'entreprise pour sa liaison. Margaret nota qu'une fois versés au dossier, ces éléments deviendraient publics. Les ressources humaines finiraient par l'apprendre. James pouvait perdre son emploi. Emma n'hésita pas. Il avait choisi de faire cela. Il pouvait vivre avec les conséquences. 2 jours plus tard, Margaret appela. L'entreprise de James avait découvert l'affaire. Quelqu'un au service juridique avait vu les documents de communication. James avait été placé en congé administratif. Il serait probablement licencié pour violation des règles strictes de fraternisation. Sophie travaillait directement sous ses ordres. Emma ressentit une satisfaction sombre. James avait cru qu'il pouvait tout avoir. À la place, il était en train de tout perdre. Sophie appela le bureau 3 fois ce jour-là. Emma l'ignora. Puis Eleanor Whitmore, la mère de James, se présenta au bureau d'Emma. Elle paraissait plus âgée, tendue. Elle demanda à Emma de reconsidérer. Elle dit que James était désolé, qu'il était perdu. Emma répliqua qu'il était perdu parce que ses choix lui avaient tout coûté. Eleanor évoqua leurs vœux. Emma souligna que James avait rompu ses vœux le premier. Eleanor affirma qu'Emma le détruisait, qu'elle lui coûtait son emploi. Emma se pencha en avant. Elle rappela à Eleanor qu'elle n'avait pas couché avec l'assistante de James. Elle n'avait pas violé la politique de l'entreprise. Elle n'avait pas volé. Lui-ci. Les conséquences étaient les siennes. Eleanor partit en accusant Emma d'avoir changé. Emma acquiesça. Elle avait changé. Elle n'était plus la femme accommodante qui préservait la paix à ses propres dépens. La semaine suivante, le juge accorda des mesures provisoires. Emma obtint l'accès exclusif à la maison et à l'entreprise. James fut condamné à contribuer au paiement de la dette de carte de crédit. Il était furieux. L'entreprise d'Emma prospérait. Le projet de Brighton avait de l'avance. Le monde de James se rétrécissait. Il fut licencié de son emploi. Sophie reçut un avertissement et fut transférée. James emménagea chez ses parents. Personne ne voulait embaucher un responsable licencié pour une liaison avec une subordonnée. Un soir, alors qu'elle quittait son bureau tard, Emma trouva James qui l'attendait sur le parking. Il avait une mine affreuse, mal rasée, froissée. Il supplia pour obtenir 5 minutes. Elle lui accorda 5 minutes. Il l'accusa d'avoir détruit sa vie. Elle le corrigea. Il avait détruit sa propre vie. Elle refusait simplement d'être détruite avec lui. Il prétendit que Sophie l'avait quitté. Elle ne pouvait pas être avec quelqu'un qui n'était pas stable. Il dit qu'Emma lui manquait, que leur couple lui manquait. Il voulait se réconcilier. Emma le fixa. Elle lui dit qu'il n'y avait plus de couple. Il y avait mis fin. Il prétendit qu'il l'aimait. Elle lui dit qu'il aimait ce qu'elle lui apportait, la vie confortable. L'épouse qui réussissait mais qu'il ne l'avait jamais aimée elle. Elle se dirigea vers sa voiture et le laissa là. Le projet de Brighton occupa ses journées. C'est là qu'elle rencontra Oliver Grant. Il était le chef de chantier, un homme au début de la quarantaine, avec un sourire facile et des mains soigneuses. Il construisait des maisons sur mesure depuis 20 ans. Il complimenta ses plans. Il dit qu'elle créait de l'art. Ils tombèrent dans une relation de travail naturelle. Il était professionnel, compétent et gentil. Un matin, assise sur le muret de fondation, en regardant la côte, il mentionna qu'il avait entendu dire qu'elle traversait un divorce. Il confia qu'il en avait vécu un 5 ans plus tôt. Sa femme était morte d'un cancer, puis la sœur de celle-ci l'avait poursuivi pour obtenir la moitié de ce qu'il possédait. Cela l'avait presque brisé. Emma fut surprise. Il semblait si stable. Il lui dit que survivre à quelque chose de terrible révèle de quoi on est fait. Ils se lièrent autour de cela. 2 personnes qui reconstruisaient après une perte. Oliver l'invita à la fête de remise de diplôme de sa fille. Isla Grant allait entrer à l'université pour étudier l'ingénierie. La fête était modeste, pleine d'amour. Cela faisait du bien d'être quelque part de normal. Le lundi suivant, James se présenta sur le chantier. Oliver le remarqua immédiatement. Il proposa de s'en occuper. Emma alla vers James. Elle lui dit de partir.
Il la supplia. Il dit qu'il essayait d'arranger les choses. Elle lui répondit qu'il n'y avait rien à arranger. Oliver s'approcha sa présence solide. Il demanda s'il devait appeler la sécurité du site. James demanda qui il était. Oliver ne répondit pas. Il resta simplement là. James accusa Emma d'avoir tourné la page rapidement. Elle lui dit qu'elle avait tourné la page au moment où il avait confessé. James partit non sans la prévenir qu'elle le regretterait. Emma demanda une ordonnance restrictive. Elle fut accordée en moins d'1 semaine. Sophie se présenta sur le site quelques jours plus tard. Elle était défaite. Elle dit que James parlait de se faire du mal. Emma lui dit d'appeler les services d'urgence si c'était vrai, mais de ne pas utiliser cela pour la manipuler. Sophie la traita de froide. Emma appela cela avoir des limites. L'avocat de James se retira de l'affaire parce que James n'avait pas payé ses honoraires. Il se représentait lui-même. Margaret prévint Emma que cela serait imprévisible. La date d'audience arriva. Le tribunal était froid et impersonnel. James avait l'air épouvantable. Il se représentait lui-même et ce fut un désastre. Margaret exposa les faits. La liaison, le vol, la dette. James tenta d'invoquer l'équité. Il admit la liaison et le transfert d'argent sous interrogatoire. La juge Hale ne fut pas impressionnée. Elle demanda ce qu'il avait apporté qui lui donnait droit à la moitié de ce qu'Emma avait bâti avant le mariage. Il n'eut aucune réponse. Le jugement fut rapide. La maison appartenait à Emma. Son entreprise était à elle. Les biens communs furent divisés à 50-50. James devait rembourser l'épargne volée, payer la dette et ses frais juridiques. Tout fut terminé en 45 minutes. Emma sortit dans la lumière vive du soleil. Elle était libre. Elle conduisit jusqu'à la maison de Brighton. Les clients avaient emménagé, mais elle venait voir le travail achevé. Oliver était là. Elle lui dit qu'elle avait gagné. Il sourit et dit qu'il n'en avait jamais douté. Ils se tinrent sur la terrasse à regarder la mer. Emma reçut un message de James. Il était amer. Elle bloqua le numéro. Oliver demanda ce qui venait ensuite. Elle répondit qu'elle avançait. Ce soir-là, elle rentra chez elle. La maison semblait plus légère. Elle était entièrement à elle. 6 mois plus tard, sa vie s'était transformée. Son cabinet avait grandi. Elle avait redécoré la maison, effaçant l'influence de James. Oliver et elle se voyaient régulièrement. Ce n'était pas précipité. C'était une amitié qui s'était approfondie en quelque chose de plus. Elle avait commencé la photographie d'architecture comme passe-temps. Son amie Laura Finch, galeriste, l'y encourageait. Un samedi, Emma assista à un vernissage dans la galerie de Laura. 3 de ses photos étaient exposées. Raphaël Brooks, l'entrepreneur qui l'avait présenté à Oliver, était là. Il amenait un nouveau client. Puis elle vit Oliver. Il s'était mis sur son 31. Ils regardèrent ensemble sa photo de la maison de Brighton. Il lui dit que c'était son projet préféré parce qu'il avait vraiment compris sa vision. Il mentionna qu'Isla avait demandé de ses nouvelles. Elle voulait savoir s'ils sortaient ensemble. Emma demanda ce qu'il avait répondu. Il dit qu'il leur avait répondu qu'ils étaient amis, mais que si les circonstances étaient différentes, ils seraient intéressés. Plus tard, en marchant vers sa voiture, Oliver l'invita à dîner un vrai rendez-vous, pas pour parler travail. Elle accepta. 1 an après le divorce, Emma eut sa propre exposition personnelle à la galerie Spaces of Transformation des photos de maisons qu'elle avait conçues pour des personnes qui recommençaient. La galerie était pleine. Oliver était là avec Isla Raphaël aussi. Une inconnue s'approcha d'Emma, une femme en plein divorce. Elle dit que le travail d'Emma lui donnait de l'espoir. Emma lui dit qu'elle survivrait. Elle construirait quelque chose de meilleur. Vers la fin de la soirée, Emma reçut un message d'un numéro inconnu. James. Il avait vu l'article sur l'exposition. Il la félicitait. Elle ne ressentit rien d'autre que de la fatigue. Elle répondit une seule fois « Merci, au revoir ». Puis elle le bloqua. Anna porta un toast en son honneur. Elle dit qu'elle était impressionnée qu'Emma ne se soit pas effondrée. Emma dit qu'elle avait eu de l'aide. Oliver la raccompagna chez elle. Ils restèrent assis dans l'allée. Il lui dit qu'elle n'avait pas seulement survécu, qu'elle avait pris quelque chose de difficile et l'avait transformé en quelque chose de beau. Il avait raison. Elle l'invita à entrer prendre un café. Emma Calder traversa sa maison, son sanctuaire.
Elle regarda les plans posés sur son bureau pour un nouveau projet, une maison pour un jeune couple. Elle pensa à James vivant la vie qu'il avait choisie, quelle qu'elle soit, et elle pensa à elle-même debout, ici entière et forte. Il avait voulu la briser. Au lieu de cela, il l'avait libérée. Elle se détourna de la fenêtre et marcha vers son avenir. Nous travaillons avec des ressources très limitées et notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour nous aider à débloquer la monétisation et à continuer de créer d'autres histoires. Merci pour votre soutien.